ensuite, eh bien, je vous donnerai la parole et ce sera disparaître. Je vais voir pour la régie. Ils sont prêts. C'est bon, vous êtes prêts de votre côté? Vous avez pu tester les slides? Alors, pas là-bas. C'est ce que j'ai la dernière fois. Voilà, on sera plus. 1, 2, 1, 2. Mesdames et messieurs, bienvenue au Salon Interclimat, bienvenue sur ce forum Interclimat, dernière conférence de la journée qui aura pour thème l'exposition du programme de recherche Net Zéro Carbone Rénovation, avec une question qui sera développée dans cette conférence. La question sera: quels enseignements sur les systèmes techniques peut-on tirer, bien évidemment, de ce programme de recherche? Pour en parler, nous avons deux conférenciers avec nous. Nous avons d'abord Rachel Chermain, bonjour. Vous êtes directrice de l'Alliance HQE-GPC. Et à vos côtés se tient Monsieur Simon Davis, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la fois administrateur de l'association HQE et directeur de Aya Environnement. Rachel, je vous laisse la parole et je vous dis à tous à tout à l'heure pour la séance de questions-réponses. Merci. Alors, juste pour commencer, quelques mots d'introduction sur l'Alliance HQE-GBC. Nous sommes une association reconnue d'utilité publique qui réunit l'ensemble des acteurs de la filière du bâtiment et de l'aménagement durable qui souhaitent travailler collectivement sur les enjeux de transition environnementale pour un cadre de vie durable pour tous, à partir d'une démarche multicritère, transverse et équilibrée, la démarche haute qualité environnementale, qui se base sur 4 piliers indissociables, en cohérence avec les piliers des ODD, que sont la qualité de vie, donc le pilier sociétal, le respect de l'environnement dans toutes ses dimensions, la performance économique et le management responsable, la gouvernance des projets. Nous sommes également propriétaires et gestionnaires de la base IGNES, la base des données environnementales et sanitaires du bâtiment. Propriétaire, bien sûr, je vous le disais, de la marque HQE qui ensuite donne lieu à la certification HQE qui, elle, est délivrée par des organismes certificateurs CERCAL pour la partie résidentielle et Certivea pour l'aménagement et le tertiaire. Et nous sommes membres français du réseau international World Green Building Council. Parmi nos missions, nous avons des missions d'expérimentation, d'innovation collective pour élaborer des méthodologies, que ce soit des cadres de référence ou des cadres de définition, élaborer des outils et anticiper les nouvelles réglementations et partager également les bonnes pratiques. Et donc aujourd'hui, nous allons vous présenter ce programme de recherche Net Zéro Carbone Rénovation que nous avons développé en partenariat avec Aya Environnement et avec le soutien financier de la fondation Redefco et du World Green Building Council et que Simon va vous présenter. C'est un projet qui a été réalisé à partir de 7 cas d'études représentatifs du marché français et qui a permis d'identifier 5 leviers pour une rénovation bas carbone performante et de mettre en exergue un indicateur incontournable, je dirais, pour les projets de rénovation, qui est l'indicateur du temps de retour carbone. Voilà, je te laisse la parole, Simon, pour développer tous ces sujets. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de prendre la parole ce soir pour vous présenter les enseignements du programme Net Zéro Carbone Rénovation. Ça a été dit en introduction, là j'ai une double casquette ce soir, je représente à la fois l'Alliance HQE et Aya Environnement. Aya, c'est un grand groupe de maîtrise d'œuvre avec des architectes, des ingénieurs, des designers, des urbanistes, etc. Et on se pose la question à l'échelle du groupe de comment respecter tout simplement les accords de Paris. Ce qui est sûr, on suit notre trajectoire carbone là, depuis quelques années maintenant, c'est que la rénovation
est une grande composante de l'équation qui nous permettra de nous conformer à la trajectoire conforme aux accords de Paris. Et c'est pour cela qu'en 2020, on s'est engagé dans ce programme de recherche tripartite avec l'Alliance HQE, avec la Fondation Redefco et avec l'appui aussi du World Building Council pour avancer sur une question qui peut sembler simple, mais dont la réponse est un peu plus complexe. C'est est-ce qu'une rénovation est toujours bas carbone? Et donc on va voir quels sont les enseignements sur ce point et plus spécifiquement en quoi les équipements techniques neufs que l'on va installer dans le cadre d'une rénovation sont concernés par cette démarche. Alors, les enjeux de la rénovation bas carbone, c'est que bien sûr le bâti existant, c'est le nouveau challenge. À l'échelle, on sait que 80% des bâtiments qui seront là en 2050 sont déjà là finalement. Et donc que la très grande partie de l'effort qui est à faire est sur l'existant. Or, on fait le constat qu'aujourd'hui, on a une très bonne réglementation environnementale 2020 pour les bâtiments neufs avec une vision en analyse du cycle de vie. C'est encore pas le cas de la réglementation pour les bâtiments existants qui date de 2008, donc qui commence à être un peu âgé maintenant. Donc il faut absolument prendre en compte dans l'acte de rénover l'empreinte carbone insoupçonnée liée aux matériaux au sein des rénovations. Un petit calcul de coin de table fait au début du projet, mais qui donne un peu la mesure de l'enjeu sur ce volet, c'est que si on se conforme à la stratégie nationale bas carbone, l'empreinte carbone des matériaux utilisés pour la rénovation pourrait rapidement devenir supérieure à l'empreinte carbone des matériaux de la construction neuve. On a une somme de matériaux à réunir pour réaliser ces travaux de rénovation qui est absolument considérable. Donc, voilà, sous réserve qu'effectivement on améliore bien sûr la performance énergétique de ces ouvrages existants, il ne faut pas mettre de côté cette empreinte carbone cachée des matériaux. Aujourd'hui, on a une culture associée à la rénovation qui se développe de plus en plus en France, heureusement. Elle était encore très peu présente. Moi, j'étais enseignant dans une école d'architecture de 2015 à 2022. Sur les projets de fin d'études d'étudiants en 2015, on avait 0 projet de rénovation. Aujourd'hui, on ne peut constater qu'il y a à peu près la moitié des projets qui sont de la rénovation. Voilà, c'est dire qu'il y a quand même une culture qui s'est installée, notamment depuis la crise sanitaire chez les acteurs. Malgré tout, les bâtiments existants, on n'a pas encore cette culture bas carbone associée. Et pourquoi ? Parce que c'est compliqué. Ils représentent des patrimoines, des contextes, des typologies, des périmètres aussi d'intervention qui sont extrêmement variés. Donc comment est-ce qu'on peut rédiger le rapport que certains d'entre vous ont pris sur des leviers bas carbone de la rénovation en considérant ces singularités, cette diversité de situations? C'est justement une des questions auxquelles on a essayé de répondre avec le programme Net Zéro Carbone Rénovation. 2 rapports issus de ce programme et qui sont consultables directement ici pour la partie levier et pour le rapport technique téléchargeable aussi gratuitement sur le site de l'Alliance HQE. 2 rapports, donc un premier qui est vraiment, on va dire, grand public, destiné à l'ensemble des acteurs de la construction, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient formateurs, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient architectes, qu'ils soient ingénieurs. Voilà, tout le monde peut vraiment s'emparer de ce premier livrable parce qu'on identifie de manière assez pédagogique les différents leviers pour intégrer l'enjeu de rénovation bas carbone avec des définitions, des illustrations, des chiffres clés, des exemples d'opérations, des témoignages d'acteurs également qui viennent appuyer la démarche. Deuxième livrable, c'est un rapport, alors celui-là plus scientifique du coup, dans lequel on rentre vraiment dans les études d'analyse de cycle de vie détaillé des différents cas génériques qu'on a pu étudier dans le programme. On donne l'ensemble de nos hypothèses qui ont été considérées, l'ensemble des pistes d'optimisation qu'on a réalisées pour l'ensemble de ces scénarios. On parle de cas génériques, mais de quoi on parle exactement ? Au démarrage du programme, on a eu cette idée d'identifier des cas génériques qui seraient représentatifs d'une grande partie du marché français de la rénovation. Pour cela,
on a procédé par méthode. C'est-à-dire qu'on a fait un appel à contribution, un appel à manifestation d'intérêt au sein du réseau de l'Alliance HQE pour identifier différents projets assez vertueux sous l'angle de la rénovation environnementale et énergétique. De cet appel à manifestation d'intérêt, on a retenu 7 cas qui nous semblaient intéressants. Un premier qui est la question de l'habitat pavillonnaire relativement récent, 80-90, dans le périurbain, autour de la ville. Le deuxième, que l'on ne connaît que trop bien, qui est la question des logements collectifs, des grands ensembles qui sont construits notamment à partir des années 50, 60, 70, et qui sont à rénover désormais. Ensuite, pour toujours rester dans le logement, on a une catégorie intéressante, surtout dans le cadre du programme Cœur de Ville, qui sont les logements anciens dans les tissus denses, patrimoniaux de petites villes et de villes moyennes. Des logements avec des contraintes patrimoniales fortes qui réduisent forcément les leviers d'intervention, mais qui sont intéressants également pour les contraintes de chantier qu'ils représentent, avec des rues étroites notamment. Quatrième famille, ce sont les grandes pièces urbaines à rénover au cœur des métropoles, des grands ensembles urbains qui vont muter pour la plupart, qui peuvent se transformer de logement à activité ou d'activité en logement, qui vont pouvoir abriter des sièges d'entreprise notamment, ou maintenir des sièges d'entreprise existants pour aussi éviter bien sûr une empreinte carbone liée au déplacement. On a une famille que moi j'affectionne tout particulièrement, qui est la question du patrimoine industriel dans les friches, que l'on va reconsidérer pour par exemple accueillir de nouveaux bâtiments d'activité. On va convertir ces bâtiments industriels en bâtiments de bureaux ou voire en logements. Donc on va changer leur usage, ça pose des questions méthodologiques intéressantes. Enfin, vous le savez, on a quelques quartiers d'affaires en France avec des logements de grande hauteur, sur lesquels on peut avoir par exemple des problèmes d'amiante, on peut avoir des problèmes qui sont liés aux enjeux d'immeubles de grande hauteur. Voilà, je vais essayer de mettre mon micro convenablement. Et enfin, la 7e famille, qui est la rénovation partielle. La rénovation partielle des rez-de-chaussée urbains, où on vient y installer du commerce, de la profession libérale notamment. Et cette famille nous a tout particulièrement intéressés parce que c'est un petit périmètre d'intervention, mais quand on regarde à l'échelle nationale, ce périmètre, il représente énormément de mètres carrés. Et donc, c'est complètement dans l'angle mort aujourd'hui des réglementations ou des règles techniques. Mais ce patrimoine rénové, mis bout à bout, il représente aussi un marché très important de la rénovation en France. Alors, on peut ici avoir quelques caractéristiques sur ces 7 cas génériques de rénovation. Ces 7 cas génériques, en fait, ils correspondent à des opérations réelles qui ont vraiment été rénovées et qui sont arrivées au bout du processus de rénovation. Donc c'était pratique, on a pu récupérer toutes les données techniques associées à ces bâtis, tous les métrés. Ce qu'on note, c'est qu'ils sont représentatifs des différentes régions françaises, ça c'était important. Qu'il y a différentes typologies de bâtis, qu'en termes d'ancienneté également, on a différentes époques qui sont représentées. Ça va de la Renaissance à 1993, donc une grande variété de patrimoine. Et également, on va de 70 mètres carrés pour la partie des rez-de-chaussée, jusqu'à 31 000 mètres carrés. Donc intéressant, représentatif, on va dire, de cette variété des cas de figure que l'on peut retrouver sur le marché de la rénovation. La méthode que l'on défend au sein de l'Alliance HQE, et qui est compatible avec les autres méthodes, d'autres sont développées par exemple par le Centre scientifique et technique du bâtiment, elle est assez simple. On prend en compte l'empreinte carbone, bien sûr, comme on le fait dans le neuf, sur le bâtiment après rénovation. Donc on va intégrer à la fois les nouveaux matériaux qu'on a mis, l'énergie nouvellement consommée par le bâtiment, les consommations d'eau et les émissions liées au chantier. Donc ça, on n'est pas dépaysé par rapport au neuf. Là où on l'est un petit peu plus, c'est que dans cette méthode, on va aussi prendre en considération les éléments qui sont conservés et les éléments qui sont déposés suite à la rénovation. Alors pourquoi prendre en compte les éléments déposés et les éléments conservés? C'est parce que dans certains cas, ces éléments conservés ou déposés, ils n'ont pas encore été au bout de leur durée de vie. Et on considérerait ça comme
dommage, voire pénalisant, le fait de ne pas les réemployer ou de ne pas leur prévoir une seconde vie. On ne voulait pas qu'ils soient dans l'angle mort de l'empreinte carbone que l'on dessine pour les bâtiments rénovés. Et bien sûr, on regarde aussi d'où on part, c'est-à-dire les consommations énergétiques du bâtiment existant et les consommations d'eau et de chantier qui peuvent être liées à des opérations précédentes de rénovation. Voilà, donc on peut dire que c'est une démarche complète et sa complétude la rend plutôt compatible avec tout type de démarche qui ne prendrait pas en compte tous ces paramètres. Prendre un petit peu d'eau. Alors, un enseignement de l'étude, c'est ce qu'on a appelé la carbodiversité. On a représenté les empreintes carbone de chaque rénovation par le biais de ce processus de data vision, où chaque bulle représente l'impact d'un composant. Chaque matériau, chaque équipement, chaque contributeur énergie, contributeur eau, contributeur chantier représente une bulle. Et bien sûr, plus cette bulle est grande, plus l'empreinte carbone associée est également grande. Quand on regarde ces 7 projets, ce que l'on peut voir, c'est que bien sûr, on a des similitudes, avec une part liée à l'énergie, ici en rouge, qui peut être assez conséquente en fonction des scénarios. Mais c'est qu'on observe aussi une forme de diversité, c'est presque une diversité moléculaire que l'on peut voir, et qui montre finalement que chaque cas générique qui a été étudié, il a aussi ses propres problématiques, il a aussi ses propres enjeux. Et donc, il n'y a pas de recette unique pour faire une rénovation bas carbone. Il va falloir s'adapter à cette singularité, à cette carbodiversité. Deuxième enseignement du projet Net Zéro Carbone Rénovation, c'est la performance du bâtiment rénové. Souvent, on entend qu'un bâtiment rénové, effectivement, sur l'énergie, on ne peut peut-être pas aller aussi loin qu'un bâtiment neuf. Quand on regarde la question du carbone, notre réflexion est autre. On voit qu'un bâtiment rénové, il est généralement moins carboné qu'un bâtiment neuf. Et pour s'en convaincre, on a pris à l'époque ce qu'on appelait le label énergie carbone, le label le plus C-, et on a regardé le niveau qu'aurait atteint l'ensemble de ces opérations, telles qu'on les a reçues, sans rien faire, sans optimiser. Et elles étaient déjà toutes carbone 2. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, pour ceux qui l'ont pratiqué, ce label le plus C-, comme il était difficile d'atteindre le niveau carbone 2 pour un bâtiment neuf, là, on va dire qu'on l'atteint avec un coût défiant toute concurrence, avec un coût presque divisé par 2 par rapport au neuf. Alors, deuxième enseignement, on est venu représenter là sur cette figure pour les 7 cas les différents contributeurs en termes de pourcents, avec en rouge toujours l'énergie, en bleu l'eau, et en vert foncé, plus ou moins foncé, les produits de construction neufs, conservés, déposés. Ce que l'on voit, et ça c'était vraiment un enseignement, c'est que contrairement à ce qu'on pouvait penser, même s'il y a moins de matériaux et d'équipements, les matériaux et équipements sont pas du tout négligeables dans le poids carbone de la rénovation. Sur certains cas, on le voit pour le cas de la maison individuelle avec une grosse rénovation, ils peuvent représenter plus de 60% de l'empreinte carbone globale, comme c'est le cas dans le neuf, finalement. Donc en fait, les matériaux et équipements qu'on vient mettre dans cette rénovation, ils ont aussi leur poids au niveau du carbone. Dernier enseignement, c'est un nouvel indicateur dont a rapidement parlé Rachel tout à l'heure. C'est un indicateur qu'on appelle le temps de retour carbone. Alors je voudrais revenir un peu sur cet indicateur pour bien être sûr qu'on le comprend ensemble. Quand on compare un bâtiment rénové avec le même bâtiment, on va dire, qu'on n'aurait pas rénové du tout et qui conserverait sa performance actuelle, à coup de petits rafistolages, on va dire, un peu tous les ans, quelque part, le bâtiment rénové, il a une forme d'investissement carbone de départ. C'est-à-dire que sur la balance, à l'année 0, à l'année des travaux, on va émettre du carbone lié à ces nouveaux matériaux. Bien sûr, au bout de plusieurs années, l'empreinte carbone liée aux consommations énergétiques, liée à l'exploitation du bâtiment, elle va rattraper son retard et on aura, in fine, un gain total carbone quand on compare ce bâtiment non rénové et ce bâtiment rénové. La question qu'on se pose avec l'indicateur de temps de retour carbone, c'est au bout de combien d'années
j'aurais rentabilisé mon investissement de départ en termes de carbone, c'est-à-dire le moment où on a un équilibre entre ce bâtiment non rénové qu'on préserve et ce bâtiment rénové qui s'améliore. Et donc, on pourrait se dire que c'est extrêmement rapide comme processus et que voilà, au bout de quelques années, on y arrive. Le programme de recherche a plutôt montré que selon les cas, si on applique stricto sensu la réglementation thermique telle qu'elle est prévue pour les bâtiments existants, ce temps de retour carbone, il peut être très élevé. Il peut même dépasser les 50 ans, qui est la durée de vie type, on va dire, des gros ouvrages que l'on fera dans le cadre du bâtiment. Donc il nous semble totalement intéressant cet indicateur pour définir finalement ce qu'on appelle la neutralité carbone associée à la rénovation. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir si une rénovation elle est neutre en carbone ou pas, mais plutôt au bout de combien d'années cette rénovation elle sera réellement neutre en carbone. Et vous imaginez, si on ne fait pas attention, en 2050, la rénovation elle n'aura toujours pas payé sa dette carbone. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas généré autant de réduction d'émissions par rapport à cet investissement initial. Intéressant. Alors, on a étudié les scénarios en long, en large, en travers, avec différents leviers que je vous expliquerai après. Et on est parti d'un cas réglementaire qu'on a appelé la base, et on est allé jusqu'à un cas optimisé qu'on a appelé optimisation, quoi. Et on a vu de combien on pouvait optimiser l'empreinte carbone globale par scénario. La bonne nouvelle, c'est que par rapport à ce qu'impose stricto sensu la réglementation, on a des leviers qui nous permettent de réduire entre 40 et 60% de cette empreinte carbone. Donc c'est plutôt positif, c'est-à-dire qu'on a des vrais leviers qui existent. Ils ne sont peut-être pas encore tous réalistes technico-économiquement parlant, parfois ça coûte plus cher, ça c'est sûr. En revanche, on a des leviers, ils sont là, on les a identifiés. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est pourquoi dans certains cas c'est 40 et dans d'autres c'est 60. Eh bien c'est parce qu'on a des contraintes patrimoniales, des contraintes sanitaires, des contraintes de dépose aussi et d'accessibilité qui, selon les cas considérés, vont limiter nos leviers d'action et qui vont peser dans l'équation carbone. Donc là, on a regardé la réduction de l'empreinte carbone. Je vous ai parlé du temps de retour carbone. C'est pas pour arrêter de vous en parler. Donc maintenant, je vais vous parler des mêmes résultats pour le temps de retour carbone. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on a une vraie diversité entre les scénarios. Et dans le pire des cas, ce que l'on note, c'est qu'on peut avoir des temps de retour carbone, on va dire pour les interventions lourdes sur du patrimoine tertiaire notamment, des temps de retour carbone qui peuvent excéder les 50 ans et qui sont même là proches de 75 ans dans ce pire des cas. Pour les logements sur lesquels on a des grosses consommations de chauffage dans l'existant, des grosses consommations d'eau chaude aussi, et souvent faites avec une énergie fossile que l'on ne citera pas, généralement ils ont un temps de retour inférieur à 20 ans, ces projets-là, mais on peut diviser par 3 à peu près ce temps de retour carbone. Donc c'est important de se le dire, 18 ans ça peut paraître bien, mais en fait 18 ans par rapport à maintenant, bon je vous laisse faire le calcul parce que moi j'ai l'esprit un petit peu embrumé, mais ça nous donne quand même 2042. Alors si on doit attendre jusqu'à 2042 pour vraiment réduire l'empreinte carbone des bâtiments, c'est quand même conséquent. On a choisi aujourd'hui de vous parler un peu plus des systèmes techniques, et notamment de tout ce qui est clim, ventilation, chauffage, tout ce qui est courant fort, courant faible, tout ce qui est appareil élévateur, tout ce qui est équipement de production locale, et bien sûr la partie fluide frigorigène qui va avoir son poids carbone de manière importante. Ce qui est assez intéressant, c'est que souvent la rénovation, elle va s'appuyer sur la préservation du patrimoine matériaux existant pour maintenir le plus possible le clos couvert, pour maintenir le plus possible la structure du bâtiment. Mais en revanche, comme les normes ont évolué, que les niveaux de performance ont évolué, elle va faire un peu table rase sur la partie système, voire même elle va complexifier les systèmes. Et donc, sans surprise, les postes assez dominants là qu'on retrouve dans ce tableau, qui est un peu difficile à lire, je m'excuse, c'est les postes 8, les postes 9, les postes 10, qui sont justement clim, ventilation, chauffage, courant fort, courant faible, qui vont être des postes qui vont peser de manière forte sur l'équation. Et même on voit pour la maison individuelle, là on a le lot 14, c'est quoi ? C'est le fluide frigorigène de la pompe à chaleur qu'on vient d'installer,
qui effectivement, dans le cycle de vie, à un moment, on va en perdre un petit peu, on va avoir des petites fuites. Or, ces fluides-là, si on n'y fait pas gaffe, ils sont 500 fois plus émetteurs que le carbone. Donc, la moindre petite quantité de fluide frigorigène qui s'échappe, elle impacte énormément le climat. Donc, plus que dans le neuf encore, les équipements pèsent sur l'équation carbone. Et donc, associé à une stratégie de rénovation, on doit avoir une stratégie de discernement technique qui est très forte. Un exemple pour illustrer ça, je vous ai parlé tout à l'heure de cette fameuse molécule carbone, là, pour illustrer la diversité des ACV qui ont été réalisés. Et quand on zoome sur cette molécule, on peut retrouver le poids relatif de chaque élément. Et donc là, sur cette référence là de Château-Giron, de la maison individuelle, on avait une forte diminution des consommations énergétiques avec en plus une production photovoltaïque sur la toiture. Sur la partie énergétique, bien sûr, on émet beaucoup moins qu'avant. C'est une toute petite bulle. Par contre, sur la partie panneau photovoltaïque, c'est une empreinte qui est conséquente, qui est certes compensée un peu par l'énergie produite, mais qui pèse sur l'équation carbone malgré tout. Donc même si on va choisir, par exemple, un panneau photovoltaïque monocristallin, sachez qu'aujourd'hui, sur la base Ignies, on a plusieurs typologies de panneaux photovoltaïques monocristallins et qu'on peut en choisir qui ont des empreintes, on va dire, divisées par 2 par rapport à la fiche collective ou par rapport à la donnée par défaut notamment. Donc c'est un élément de traçabilité assez important. De la même manière, le poids carbone de la machine de la pompe à chaleur va être très variable d'une référence à l'autre. Aujourd'hui, on a des pompes à chaleur certaines sont présentées d'ailleurs sur ce salon, on ne va pas citer de marque, qui utilisent jusqu'à 80% de produits recyclés. Et ça se traduit directement dans la fiche de déclaration environnementale et sanitaire du produit. Les fluides frigorigènes, je ne vous en reparle pas, mais là, on a un levier qui est absolument fabuleux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors c'est pas compatible avec tous les régimes de température, toutes les puissances encore, on est en train de progresser là-dessus, mais on a des fluides frigo qui divisent par 100 le pouvoir de réchauffement global. Donc aujourd'hui, on n'en parle pas assez dans les projets, ça, mais c'est un levier de réduction qui est absolument énorme parce que personne ne sera là à la dépose sélective des éléments pour s'assurer qu'il n'y a aucune fuite de fluide frigo. Ou alors c'est une start-up à monter, d'ailleurs une start-up à impact qui serait très intéressante d'aller sur tous les groupes froids, tous les pompes à chaleur pour aller quelque part s'assurer qu'il n'y a aucune perte du fluide frigo et qu'on le récupère bien dans son état. Ça, ce serait vraiment une petite idée de start-up comme ça. S'il y a des gens à l'assistance qui veulent se lancer, ça peut être intéressant. Un autre exemple, c'est l'exemple de la French Tech lyonnaise, le bâtiment H7 qui se situe à Lyon, sur la ZAC de la Confluence, qui sont les anciennes halles Girard, je crois, et qui abritaient avant une chaudronnerie et qui ont été reconvertis pour faire des bureaux à destination des startups du numérique. C'est ça la French Tech. Sur ce projet-là, on a un gros enjeu d'intervention patrimoniale. Donc bien sûr, la question du périmètre qu'on interroge sur le bâti va être très importante sur le poids carbone associé. Là, vous voyez, il y a une partie du bâtiment où on a viré les murs pour en faire une place couverte. C'est déjà un effort de préservation assez notable de l'existant. C'est-à-dire que toute cette partie de charpente n'a pas réintégré du déchet. Pourquoi je parle de cette opération ? Parce que les moins 63% là, que l'on voit, ils sont aussi beaucoup liés à une stratégie développée sur les systèmes, une stratégie de frugalité sur le choix de ces systèmes, et notamment un gros défi qui a été relevé par l'aménageur sur le projet et qui a été accepté par la French Tech, de ne pas mettre de climatisation sur ces locaux, mais de raisonner en température ressentie, avec notamment des brasseurs d'air qui ont permis quelque part de diminuer la température ressentie plutôt que d'amener du froid actif avec les problématiques de fluide frigorigène que l'on a déjà évoquées. Aujourd'hui, les retours d'expérience sont assez mitigés sur cette expérience parce que la première année, par exemple, toute la stratégie de ventilation naturelle qu'on avait imaginée sur le bâtiment, on avait une appropriation des usagers qui était modérée, on va dire. La deuxième année, c'était beaucoup mieux parce qu'on avait appris à utiliser le bâtiment en ouvrant les fenêtres au bon moment, en laissant ouvert les fenêtres en partie haute des sheds la nuit, par exemple. Donc tout ça, ça s'accompagne, quoi. C'est pas un effort qui est facile, y compris pour les usagers.
On va faire un focus là maintenant sur les 5 leviers de la rénovation bas carbone, juste rapidement, un peu, voilà, ça illustre ce que je viens de dire avant. Premier levier, la tacticité. Celui-là, c'est un levier assez particulier pour la rénovation. C'est la question du juste équilibre entre préservation de l'existant et performance énergétique, c'est-à-dire rénovation de l'enveloppe globale quand on adresse la question de la rénovation. Entre rénovation globale, où on met un peu tout par terre, et préservation de l'existant, il y a un équilibre à trouver. Et cet équilibre, il nous permet d'aboutir à cette stratégie bas carbone. Bien sûr, la stratégie de frugalité, pas de matériaux inutiles, aide assez bien. Circularité. Celle-là, on la connaît bien, hein, on a beaucoup de publications là-dessus. On parle beaucoup du réemploi in situ. Il y a aussi la question du réemploi ex situ, des matériaux qui sont extraits du chantier lors de sa déconstruction partielle par exemple, et de la question d'enfin intégrer dans le budget de nos rénovations le budget associé aux déconstructions sélectives. Aujourd'hui, une déconstruction sélective, c'est 10 à 15% plus cher qu'une déconstruction standard. Intégrer ce coût dans le programme de l'opération, c'est rendre service au réemploi, parce que sinon, malheureusement, on a quand même pas mal de mal à aboutir là-dessus. La stratégie sur le choix des matériaux neufs, qu'on appelle la matérialité, elle est intéressante. Elle l'est par exemple dans le cadre de la French Tech que je viens d'évoquer, avec la question de la mixité constructive. Et généralement, ça se marie assez bien, parce que dans la rénovation, on n'a pas beaucoup de charges. Enfin, on souhaite ne pas avoir beaucoup de charges à reprendre, donc on va se tourner un peu structurellement vers des matériaux légers, vers des matériaux biosourcés. Mais il y a aussi un enjeu à préserver les propriétés des matériaux en termes hygrométriques. On a trop de rénovation où malheureusement on est venu mettre par exemple certains types d'isolants assez imperméables à l'hygrométrie et on a changé le fonctionnement hygrométrique du bâtiment et on se retrouve à terme avec des problématiques de condensation dans le projet. Les bâtiments, notamment patrimoniaux, ils fonctionnent avec une perspirance des parois et donc c'est accepter ce patrimoine de perspirance que de challenger des isolants par exemple biosourcés ou des bétons de chanvre sur ces projets-là. Celui qui nous intéresse, c'est le volet technicité, où bien sûr il y a la question du low-tech, du discernement sur la juste dose de digital dans le bâtiment, mettre la bonne technologie au bon endroit, ça va être un enjeu fort. Et enfin, une dernière stratégie, qui est vraiment dans l'esprit HQE, de la qualité de vie, c'est la question des externalités positives de la démarche de rénovation en elle-même. Si une rénovation permet à des salariés d'une entreprise de rester en ville, donc de pouvoir prendre les transports en commun pour se rendre au travail, au lieu d'aller s'implanter sur un siège en périphérie urbaine, sur un champ de patates, ça a une externalité très positive, à la fois sur la biodiversité, à la fois sur les réductions d'émissions liées au transport, par exemple. Si les mètres carrés que l'on rénove, on peut les partager un petit peu plus avec son voisin, si les équipements que l'on vient mettre sur son projet, on peut aussi les partager avec le voisin, et bien là, l'empreinte carbone, elle est également réduite. Aujourd'hui, on se pose la question dans le cadre de la RE 2020 de l'optimisation des systèmes. La question de la mutualisation est assez centrale. Combien de machines j'installe et pour qui? Quand on le partage entre 3 bâtiments, ça pèse moins lourd que chaque bâtiment qui a sa propre machine. Ça, c'est un élément assez important. Quelques leviers de la technicité et on va se donner quelques ordres de grandeur. Alors, on aurait pu le donner en carbone, mais là, on le donne en mois. C'est-à-dire par rapport au temps de retour que j'identifiais tout à l'heure, combien d'années vous allez gagner sur vos engagements carbone en choisissant tel type de solution. Bien sûr, une des solutions qui marche assez bien, c'est celle de la différenciation des ambiances et de la stratégie d'un confort adapté à la nature critique de chaque espace. Et donc une conception sans climatisation, aujourd'hui, c'est presque 2 ans d'économiser sur le temps de retour carbone. C'est assez intéressant. Quand on va vers des panneaux photovoltaïques bas carbone, c'est-à-dire voilà, qu'on leur fiche de données environnementales sanitaires individuelles et avec des processus nouveaux, comme par exemple les panneaux photovoltaïques organiques ou les panneaux photovoltaïques qui intègrent du recyclé, on peut aller, in fine, jusqu'à 16 mois d'économie. Parce qu'à la fois, on a une compensation qui s'opère avec l'énergie produite et en même temps, l'empreinte carbone du panneau est maîtrisée. Le fluide frigorigène moins émetteur, c'est aussi un très bon candidat. Avec lui, on peut économiser de l'ordre de 14 mois sur notre échelle bas carbone. Pour donner un ordre de grandeur, pour ceux qui font des ACV, ça représente entre
30 et 50 kg par mètre carré, c'est 14 mois. C'est assez notable quand on veut atteindre un seuil. Alors après, on a aussi tout ce qui est plus difficile à envisager, et notamment la question de la motorisation, ce qui est motorisé et ce qui l'est moins. Bien sûr, un élément manuel, et notamment au niveau des occultations, ça permet aussi d'économiser du carbone. Mettre des moteurs partout, sur l'ensemble des occultations, sur l'ensemble des fenêtres. Parfois, on a des projets en ventilation naturelle avec des moteurs partout. Les moteurs, ils ont aussi leur poids carbone. Et le plus on arrive à mutualiser un même moteur pour plusieurs châssis, le plus on arrive à réduire cette empreinte carbone. Là, on est plutôt sur l'échelle du mois que de l'année, mais il n'y a pas de petite économie en carbone. Les émetteurs. Les émetteurs aussi, c'est un impact carbone qui est non négligeable, notamment quand on va sur des émetteurs qui mobilisent des quantités de matériaux importantes, comme notamment les panneaux rayonnants, les radiateurs. Là, en utilisant des éléments de réemploi ou des éléments éco-conçus, voilà, on gagne à peu près la même chose que sur cette question de la non-motorisation. C'est-à-dire quand même des enjeux carbone qui sont assez notables, qui se comptent en dizaines de kilogrammes de CO2 par mètre carré sur 50 ans. Donc voilà quelques éléments sur cette stratégie de technicité. Et bien sûr, cette stratégie de technicité, on peut la décliner d'un point de vue temporel sur la timeline du projet. En programmation, c'est la question sur les besoins différenciés des espaces en termes de confort. On cherche encore, y compris dans les opérations rénovées, à pouvoir faire tout partout. Aujourd'hui, on est en train de rénover le centre Pompidou à Paris. Un bâtiment qui a été conçu dans le cadre de l'architecture high-tech, dont le principe même est de libérer les plateaux et de pouvoir accueillir absolument n'importe quelle typologie d'œuvre d'art dans tous les plateaux. C'est-à-dire qu'on régule l'hygrométrie, la température, on peut accueillir énormément de public sur chacun des plateaux du projet. Aujourd'hui, ce patrimoine du XXe siècle a énormément de valeur, matérielle et immatérielle. Avec plus de 4 millions de visiteurs par an, c'est quand même, voilà, si on ramène son poids carbone aux visiteurs, il est plutôt pas mal, même y compris par rapport au Louvre et par rapport au nouveau centre Pompidou à Metz. Quand on regarde ce bâtiment-là, le faire passer dans le XXIe siècle, c'est aussi s'interroger sur des scénarios d'usage un peu différenciés en fonction des étages. Et donc, peut-être, avoir une stratégie où on n'accueille pas en même temps que des œuvres qui ont besoin d'un état de conservation très important. Donc ça contraint un peu l'usage, mais en même temps, ce cas d'usage-là, il représente 99% des cas. Et souvent, on dimensionne 3 fois plus les équipements pour le 1% du temps. Parce que la continuité de service, c'est quelque chose de sacré. Et je peux le comprendre, parce que c'est aussi des euros en plus, des euros en moins. Mais reprendre juste ces cas d'usage très tôt dans la programmation, c'est aussi une stratégie bas carbone importante. Et en plus, où l'économie et l'écologie sont alignés. Donc c'est plutôt pas mal. En esquisse, c'est le fait de faire des zonings climatiques avec regroupement et mutualisation des espaces semblables. Regroupement aussi des équipements. Il y a encore trop de projets, on a 19 centrales de traitement d'air parce que les espaces sont pas pensés, sont pensés de manière trop différenciée. Analyse des solutions de discernement technologique sur le projet, c'est important. Ensuite, en avant-projet, c'est tout le volet simulation thermique dynamique, analyse du confort ressenti et non juste de la température de l'air. Étude de sensibilité sur plusieurs options techniques et d'arbitrer, de faire tout ce travail-là avec le client, quoi, quelque part, sur qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui sera acceptable, y compris en 2050 sur le bâtiment. Et après, bien sûr, une démarche rigoureuse de suivi pendant la phase de réalisation. En conclusion, c'est bientôt fini, je vous rassure. Pour vous dire qu'aujourd'hui, le projet Net Zéro Carbone, il continue et qui prend 2 formes qu'on n'avait pas forcément anticipées. Suite au projet Net Zéro Carbone Rénovation, on est énormément appelé par des écoles, par des centres de formation sur le fait de diffuser ce savoir-là. On a réalisé des conférences à l'École nationale des ponts et chaussées, à l'école de Chaillot, dans divers centres de formation du 3CABTP par exemple. Et donc on s'est rendu compte qu'il fallait aller au-delà juste d'un rapport, parce qu'un rapport, voilà, il peut rester rangé dans un tiroir, il n'est pas forcément adapté à un cursus pédagogique. Et donc on souhaitait mettre un mouvement d'accélération sur l'appropriation
des acteurs, des enjeux que je viens de vous présenter. Vous voyez, là, j'ai passé beaucoup de temps pour vous expliquer tout ça, ça a pris beaucoup de temps. Nous, on rêvait d'un monde où on pouvait s'approprier les éléments que je viens de vous citer, finalement, en très peu de temps. Et pour ça, il faut pratiquer soi-même. Et donc, quand le 3CABTP est venu nous voir pour nous dire comment est-ce qu'on pourrait former nos formateurs sur cette question, comment est-ce qu'on pourrait accompagner nos apprenants sur ces enjeux, très naturellement, on s'est tourné vers un dispositif pédagogique assez innovant qui associe une application numérique et qui permet à chaque apprenant, à chaque formateur, de manipuler lui-même, par le biais d'un petit questionnaire et une application interactive disponible sur smartphone, les éléments que je viens de vous présenter. Donc aujourd'hui, on est en cours d'expérimentation de cette démarche dans 3 centres. Un qui est dans le Grand Est, un autre qui est en Pays de Loire et un autre en Île-de-France, pour justement retravailler cet outil-là en fonction aussi des retours pédagogiques et des différents cursus qui peuvent émerger là-dessus. On essaye, bien entendu, dans cette application, d'aller plus loin sur la question des systèmes et de mieux cerner les phénomènes de dépendance qu'on a entre choix du système, performance énergétique et poids carbone de l'équipement. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop regardé, mais que l'outil numérique nous permet maintenant de faire. Et ça, c'est plutôt intéressant. Autre application ou développement du projet Net Zero Carbone Rénovation, on essaye d'essaimer également dans les pays européens sur cette démarche, parce qu'on se rend compte finalement que la France, sur la RE 2020, est assez en avance sur l'analyse de cycle de vie global. Par contre, tous les pays sont en train de lancer leur vague de rénovation. Et donc, c'est un mouvement impulsé par l'Union européenne, vous le savez. Et donc, il ne faudrait absolument pas que cette rénovation, cette vague de rénovation, elle se fasse sans l'enjeu bas carbone. Donc là, on est en train de voir, avec un projet test, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas, pour justement regarder dans ces pays-là comment les résultats de l'étude se transforment, parce que bien sûr, dans les autres pays, il y a un autre mix énergétique, il y a d'autres industriels, il y a d'autres méthodologies. Et donc voilà, on essaye de trouver une forme d'espéranto du bas carbone de la rénovation à l'échelle européenne. C'est peut-être un peu trop ambitieux, mais on va essayer, en tout cas de tout notre cœur. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci pour votre conférence. Y a-t-il des questions dans le public afin que je vous transmette le micro ? Eh bien, ma foi, c'est signe que votre conférence a été à la fois claire et exhaustive. On vous remercie encore une fois pour votre participation et votre exposé. Nous vous retrouvons ici même sur ce forum Interclimat demain, car le cycle de conférences est terminé pour aujourd'hui. Demain, dernier jour du salon, rendez-vous 9h45 pour la première conférence. Bon forum Interclimat, bon salon Interclimat à tous et à demain.